Aujourd'hui, pour la chronique de Philippe Spanghero, il n'y a pas de jingle. On a innové, Philippe. On a innové. Écoute à quel point. Et oui, aujourd'hui, pour la chronique de Philippe Spanghero, on inaugure un nouveau titre musical. C'est inédit. Qui va forcément intéresser tous les mélomanes. Écoutez. J'aime pas moi. C'est inédit. Et oui, Caliente, Viva Sol, parce que voilà, Patrick Sébastien lui a choisi et on le recevra demain sur Sud Radio, a choisi de célébrer le soleil et la chaleur, mais ça va poser problème dans le monde du rugby. Philippe Spanghero, World Rugby, a dirigé et publié une étude sur les conséquences du réchauffement climatique dans le rugby et dans les infrastructures où il est pratiqué. Le rapport, l'étude, c'est alarmant ce qui en sort de World Rugby, et d'ailleurs notre sport qu'on aime tant pour être profondément changé. Philippe. Alors c'est alarmant, mais à la fois c'est alarmant au même titre que toutes les nouvelles qui vont impacter notre vie dans les années futures de façon générale. Et il n'y avait pas de raison que le rugby échappe. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est de mettre les choses sur le papier et qu'on en prenne conscience. Parce que quelque part, quand on lit ce qui se dit dans cette étude, on y reviendra, on reparle de la Coupe du Monde au Japon en 2019. C'est vrai que le temps passe, on oublie vite, mais il y a quand même 2 matchs de la Coupe du Monde qui ont été annulés. On a eu des grosses interrogations sur la façon dont les choses allaient pouvoir se passer en fonction de l'importance du cyclone pendant la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un des effets du réchauffement climatique. Grosso modo, elle nous dit quoi, cette étude? Elle nous parle d'un monde demain à 2 degrés de plus et de l'incidence de cette hausse de température. Donc aujourd'hui, cette étude, elle est basée sur l'étude des 10 nations majeures du rugby, où elles sont situées sur le globe et en quoi elles seront impactées. Donc elles seront impactées sur la durée de saison, puisqu'il y aura moins de temps disponible, parce que pour la santé des joueurs, on ne peut pas jouer au-dessus d'une certaine température et surtout d'un certain taux d'humidité. Donc à minimum, on va devoir... Au moins 10 jours, c'est ça. 10 jours par saison où ce sera 15 jours, plus 15 possible. 15 jours où ce sera interdit de jouer. Il faudra interdire les joueurs de pratiquer le sport. Mais moi, j'irais même plus loin. Parce que, en toile de fond, qu'est-ce qu'elle amène comme question, cette étude? C'est le sujet des durées. Et en fait, on a un cercle vicieux qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on voit les problèmes économiques. On a parlé de l'Australie la semaine dernière. On parle de l'Angleterre. Nous, on est un épiphénomène en France, et le Japon, je le répète souvent, qui est un modèle différent. Mais la réalité, c'est que, je le dis tout le temps, on est un sport qui a une économie qui repose sur les jours de match. Il faut jouer beaucoup. Mais à la fois, on va vers un monde qui nous permettra de jouer de moins en moins. Donc, comment on fait? C'est-à-dire que on a besoin de toujours plus d'argent, et on nous dit qu'il va falloir jouer de moins en moins longtemps. Parce que ne serait-ce que 15 jours, à l'échelle des problématiques, par exemple, de calendrier pour le rugby français, c'est déjà énorme. Donc, alors, bien sûr, on se projette loin. Donc, d'ici là, peut-être qu'on aura résolu l'équation économique. Mais en tous les cas, le problème, c'est que, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est l'économie qui guide. Et je pense même qu'il faudrait aller plus loin que ça. Et travailler comme le football américain demain aux États-Unis, avec des fenêtres, c'est-à-dire sur des fenêtres de pratique beaucoup plus courtes, avec moins de déplacements, moins de matchs, peut-être moins de compétition. Oui, je sais pas si c'est viable en rugby, mais refaire du rugby un sport d'hiver comme il l'a toujours été, parce que oui, voilà, un sport d'hiver à la base. C'est à la base un sport d'hiver, mais aujourd'hui, c'est vrai que, et pour revenir sur cette étude, il y a aussi des enjeux d'infrastructure importants, puisque l'étude sur ces 10 nations majeures, elle porte aussi sur ces infrastructures et ces stades. Il y a 111 stades qui sont concernés par l'étude. Sur ces 111 stades, on apprend qu'il y en a plus de 10% qui sont situés sur des zones avec des risques importants de submersion, et qui, dans les années qui arrivent, vont poser des difficultés. Tout ça, ça entraîne des sujets d'assurance. Est-ce qu'avec les nouveaux enjeux climatiques, ces stades-là vont continuer à être assurés? Est-ce que les organisateurs seront assurés
s'ils organisent des événements dedans. Donc, on est sur des chamboulements quand même très profonds en termes de réflexion stratégique. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, in fine, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est d'avoir des chiffres précis, le nombre de stades concernés, etc. Mais encore une fois, à l'échelle du rugby, on entend ce qu'on nous dit dans notre société de ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Mais par contre, ça a le mérite d'avoir posé quelque chose sur le papier, un diagnostic, et de mettre les acteurs face à leurs responsabilités. J'allais y venir. Tu vois, le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, qui donc espère, je cite, que le rugby va prendre des décisions opérationnelles avec le prisme de son impact environnemental. Oui, mais il espère. En fait, c'est aussi à lui de les prendre. Bien sûr. Maintenant, il faut c'est encore une fois, voilà, qui est le leader de la prise de décision. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ça est un peu antinomique. Alors, on ne rajoute pas de matchs, mais avec toutes les décisions qui sont en train d'être prises, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe des Nations, on n'en enlève pas non plus. Et on essaie d'optimiser au maximum les fenêtres. Est-ce que tout ça est viable dans la durée? Parce que dans ces enjeux climatiques aussi, ce qu'il est dit dans cette étude, c'est qu'une des volontés de World Rugby, c'est de réduire son empreinte carbone. Il faut trouver les solutions pour y arriver. Sur une échelle nationale dans le top 14. Une dernière question avant de devoir te libérer, Philippe. Tu évoques et de façon continuelle et avec beaucoup de précision le rugby de fuseau horaire à la place du rugby d'hémisphère. Est-ce que ça peut prendre son sens sur ce point-là, par exemple, quand si on joue sur un vrai rugby de fuseau horaire, si une zone n'est plus jouable pour le rugby parce que les conditions ne sont pas bonnes, d'aller jouer ailleurs dans une zone où il fait meilleur. Par exemple, je donne un exemple, si en hiver en Europe, eh bien, il fait bon pour jouer, mais qu'en Afrique du Sud c'est absolument injouable, est-ce que maintenant, par exemple, l'URC s'est ouvert la porte à pouvoir jouer sur deux hémisphères différents, mais sur le même fuseau horaire? Moi, je crois beaucoup à ça. Par contre, je crois beaucoup à ça. Par contre, je crois à des notions de camps de base. Il faudra que les nations du Nord aient des camps de base fixes dans le Sud, et vice versa, parce que c'est insoluble. Les Cheetahs notamment en Europe. Voilà, mais c'est insoluble si on multiplie les déplacements, on va être complètement antinomique dans les postures et dans les faits. Donc moi je crois en effet que tout ça c'est possible et ça peut ne pas impacter l'économie du rugby, mais encore une fois va se poser la question de l'économie jour de match, parce que je prends un exemple volontairement excessif. Si Toulouse demain doit partir 2 mois délocaliser ses matchs qu'il peut plus jouer à Toulouse dans l'hémisphère sud, la perte de billetterie, de revenus, etc. est colossale. Donc, il va falloir se réinventer sur le modèle économique aussi, massivement. L'un ne pourra pas aller sans l'autre. Mais bon, c'est intéressant. C'est un challenge. Ma question, elle en vient. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux stades comme le Racing ou le Millennium qui se ferment, qui ne sont pas les stades modernes du futur? Justement, pour accueillir peu importe les conditions climatiques. On va vers là et de toute façon dans les enjeux des infrastructures il y a ça bien sûr mais après ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ça sert juste à pouvoir jouer en cas de gros problèmes l'hiver? Quand même, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais encore une fois, si on parle du bilan carbone, il faut le regarder dans sa globalité. Et c'est en effet un casse-tête. Mais je crois qu'il va falloir quand même se poser les bonnes questions en se disant, aujourd'hui, comment on a une économie saine qui permet éventuellement de soutenir un développement du rugby en se disant que potentiellement on va moins jouer. Aujourd'hui, la réponse, on ne l'a pas. Parce que le seul moyen pour le rugby mondial de vivre et de continuer à se développer avec l'économie qu'il souhaite, c'est de jouer plus. Et on a déjà atteint nos limites à ce niveau-là. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet extrêmement important. On attaque la partie débat. Get ready for the next battle. Let's get ready to rumble. Toujours plus. Craquage de Quentin, mais pourquoi pas. Alors du coup, ça donne envie, non? Oui. Prends une tube chauffe, Alors le débat est un petit peu annexe, on va pas évoquer évidemment tout ce qu'on vient de dire avec Philippe, mais on essaye. J'ai essayé de poser 2 questions sur le top 14 et la Pro D2. La première: faut-il modifier le format du top 14 et créer des conférences pour ne prendre que le bus ou le train dans les déplacements?
Et du coup, la question annexe à ça, la Ligue nationale de rugby doit-elle interdire l'usage de l'avion dans les déplacements d'équipes de top 14 et de Pro D2 ? C'est-à-dire une interdiction nette, précise, si le match est sur le territoire français. Julien Thomas, toi qui étais joueur professionnel et il y a encore pas très longtemps, est-ce que c'est possible, selon toi, de faire une saison sans ne jamais prendre l'avion comme Pierre Mignoni, par exemple, qui est pas du tout à l'aise dans l'avion, lui est toujours en van? Tout est possible, bien sûr, Alexandre. Si je te rejoins, tout est possible. En revanche, dans la récupération et dans l'optimisation, on va dire, de ton équipe pour qu'elle soit la mieux dans le confort de récupération pour le championnat, parce que quand tu vas, il faut le dire, il y a aussi la Champions Cup, donc là tu es obligé de te déplacer quand même en avion, tu vas dans les pays étrangers. Tu vas pas en Afrique du Sud en voiture? Non, mais si c'est que pour le championnat, quand tu es par exemple de Toulon, tu vas à La Rochelle. Imagine Van monte, Toulon Van. Bam. Exactement, un Toulon Van. Tu le fais dans la journée. Avion. Non, mais tu peux prendre le train. Non, mais tu peux prendre le train. Tu peux faire. Je sais que c'est embêtant. Hein. Tu fais un Toulon-Paris, Paris-Van. Bon bah oui. Mais c'est ça, pas idéal, c'est mais des budgets qui font des clubs que tu peux te permettre d'avoir ce luxe. Passe en Pro D2 ou les féminines, même si tu veux le championnat féminin. Et pourtant. Dieu sait qu'elles sont fortes, et bien elles font des Rennes Montpellier, admettons, mais en minibus, et elles le conduisent entre elles même, pour te dire. Donc elles traversent la France, et c'est vrai que le budget te permet d'avoir ce luxe, mais c'est qu'il y a aussi dans la récupération quand même ce point important avec une réception d'un match peut-être le week-end d'après, ce jour tu t'en vas le matin, tu reviens le soir après le match. Ça te permet d'être le lundi opérationnel et d'être déjà sur place et pas prendre une tartine d'heure dans les jambes. Ça, c'est le haut niveau. Après, je ne dis pas que c'est le mieux. Par contre, dans l'optimisation du sportif de haut niveau, ben c'est le mieux qu'on puisse faire. J'avoue que c'était quand même, quand tu t'en vas à mon avion, c'est autre chose. Est-ce qu'il faut interdire l'usage de l'avion dans les déplacements d'équipes de top 14 et de Pro D2? C'est la question que je vous pose aussi, Antoine Mazer, Clément Combe et Quentin Cabanis. Et aussi, faut-il tout simplement créer des conférences pour régionaliser les déplacements? Alors moi, pour l'interdiction, je suis pas forcément pour. Je suis plus pour une limitation, peut-être. Par exemple, au-delà d'un temps de transport en train, on a le droit de prendre l'avion, ou alors au-delà d'un certain nombre de kilomètres, on peut prendre l'avion limité, à une distance maximale ou en dessous de ça, on n'a pas le droit de prendre l'avion, justement. 500 km? Oui, par exemple, 500. Faut fixer une limite, mais ou comme ça, tu limites le nombre de déplacements en avion sur une saison. 500 km, c'est difficile parce que Paris-Marseille, Paris-Lyon, ça dépend du temps Paris-Bordeaux, il y a 600 km. Oui, mais par exemple, ça se fait très vite. TGV. Et ça se fait très vite. Oui, mais à Paris-Toulouse, t'as pas le TGV. Le Stade français fait régulièrement les déplacements en train, par exemple. Ouais, mais Paris-Toulouse, par exemple, t'as pas le TGV. Si, mais c'est long. C'est pas un vrai TGV, c'est pas un vrai TGV. T'as pas la ligne à grande vitesse. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas un vrai TGV. Donc si tu te mets la journée dans le train, c'est pas pratique non plus, quoi. Ou alors faut que tu passes la veille. Quand t'auras un Toulon Van, ça va être long aussi comme trajet. Donc je pense que sur un certain nombre de matchs dans la saison, on pourrait l'autoriser, soit limiter le nombre de matchs, soit mettre une distance. Justement pour que certaines équipes puissent bénéficier de l'avion de temps en temps, mais que ce soit réduit, quoi. Et du coup, est-ce que t'es pour la régionalisation du championnat avec 2 conférences c'est compliqué parce que t'as des équipes qui vont être désavantagées parce que il y aura forcément les 2 équipes parisiennes déjà. Dans quelle région tu les mets, tu vois? Dans quelle conférence tu les mets? Les 2 équipes d'Île-de-France. Tu fais Est-Ouest, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup plus d'équipes dans le Sud-Ouest qu'ailleurs. C'est ça la problématique. Après, c'est ce qu'on voit dans les catégories jeunes. Dans les catégories, notamment en espoir, il y a 2 poules. Dans les catégories aussi plus crabos, à la mercerie, des fois c'est même plus 4 poules, mais c'est vrai que ces systèmes de conférences chez les jeunes, elles existent et elles limitent les déplacements. Par exemple, je sais que quand Van est monté en 2016, ça a été un vrai enfer pour eux de tomber notamment dans la poule du Sud, où quand fallait les jeunes, eux ils se déplaçaient pas en avion, ils se déplaçaient pas en train, ils allaient jouer à Pau par exemple, et ils étaient obligés à chaque fois de faire des 10 heures de bus, des 10 heures de car, et c'était très compliqué. Alors forcément, l'équipe première elle a le droit d'aller faire des déplacements en avion, mais c'est vrai que chez les jeunes notamment,
Là aussi, pour eux, c'est des très gros déplacements. Et ce système-là, notamment en espoir, de faire 2 poules, ça fonctionne plutôt bien. Les déplacements sont plutôt réduits. Et après, ça dépend géographiquement, comme tu le disais, Julien, que il y a certains endroits où il y a plus de clubs. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, Nice monte en Pro D2, quand tu vois que Vannes maintenant est clos en top 14 Pro D2, il y a quand même des clubs au niveau de l'Est, au niveau de l'Ouest, qui peuvent aussi se retrouver. Et je pense qu'on pourrait arriver à faire 2 poules communes. Alors après, ça changerait totalement le championnat. Mais c'est vrai que d'un point de vue écologique, peut-être qu'on trouverait une formule qui pourrait être adéquate en limitant les déplacements. Clément Gon ? Non, je suis à peu près d'accord. Je suis pas pour la régionalisation parce que je pense qu'il y a un problème d'équité sportive en fonction du placement des clubs. Par contre, oui, écologiquement, il y a des solutions à trouver, des limites à poser. Le déplacement en train, ça doit être automatisé pour l'ensemble des clubs. Que ça soit de top 14 ou des Pro D2, laisser l'opportunité de prendre l'avion si les déplacements sont trop compliqués. Et la création de poules, je pense que ça s'inscrit aussi dans une demande ou un besoin peut-être de modifier les championnats par rapport aux plages de repos des joueurs et au nombre de matchs joués. Après, le rugby est l'un des sports professionnels qui utilise quand même le plus le train par rapport aux autres sports professionnels. Et il faut le notifier. Oui, non, mais bien sûr. Le rugby fait attention. On n'est pas là pour dire que le top 14 et la Pro D2 font n'importe quoi, mais est-ce que la Ligue pourrait pas s'engager Tiens, on posera peut-être la question demain. Je sais que ce sera pas forcément le thème du jour, mais pourquoi pas poser la question demain, René Bouscatel. Justement, il me disait René Bouscatel que lui, son bilan carbone, il était catastrophique parce que c'est vrai qu'entre ses allers-retours entre Toulouse et Paris toutes les semaines, c'est vrai que il a pris le train l'autre jour de Vannes. On était avec lui Vannes pour aller à Paris, et c'est vrai qu'il disait je prends pas assez le train, et ça sera intéressant d'en parler avec lui demain. Et voilà, on lui posera la question. Dans un instant sur Sud Radio, en haut de l'affiche. Ils sont 4. Antoine, Quentin, Clément, Julien, ils vont devoir déterminer quelle est la meilleure affiche de la dernière journée de top 14. Et ça promet.